Après le grand quiz, retour d'une émission à peu près normale. Il y aura peut-être quelques changements, mais plus tard dans les autres émissions, on va reprendre une formule classique, donc un petit peu comme la saison 1. La saison 2 arrivera bientôt, mais on a aussi une composition classique avec Jérémy Sakian qui est avec nous, co-hôte sur Salut Space, Johan. et avec nous pour nous parler autre chose que du cyclocross. Ça fait plaisir aussi. Ça va, Jérémy ? Ouais, ça va et toi? Salut à tous. Ça va très bien, ça va très bien. Et la personne qui t'accompagne, comme souvent, Rémi Dos Santos, est avec nous. Salut Johan, salut Jérém et salut à tous. Salut tout le monde, en tout cas sur Space, ouais, c'est un petit peu particulier. On pourra bien sûr retrouver cette émission en podcast derrière. On enregistre tout, mais voilà, donc on fait un petit changement pour cette année 2022 et on va passer sur le programme du jour avec la grande question: les Français ont-ils le melon ou la pastèque, hein? D'ailleurs, on m'a interpellé sur Twitter, je ne dirais pas qui c'est. C'était une photo d'une pastèque, mais on n'avait pas l'emoji pastèque dedans. Vous allez voir d'ailleurs pourquoi on dit que les Français ont le melon. Et ensuite, deuxième partie sur Ineos. Et quel bouleversement après la grave chute de Bernal, à qui on souhaite d'ailleurs le meilleur rétablissement possible. Et en fin d'émission, on pariera sur le Grand Prix La Marseillaise, le retour du cyclisme en France. Et ça, on adore. Mais tout de suite, c'est le départ. Bon, ça va être un petit jeu dès le départ avec vous avez le choix, bien sûr, avec vous pouvez piocher, les gars. Voilà, il y a 3 thèmes différents sur les melons, le melon en tout cas des équipes françaises. Vous allez voir pourquoi on dit ça. Alors, si je vous dis Arkea Samsic ou BNB ou FDJ, vous prenez quoi en premier? Ouvrez donc. Moi je prends Arkea, moi. Arkea, on commence par Arkea. Ouais, Très bien, Arkea je suis d'accord. choisi par Jérémy. Alors pourquoi Arkea Samsic? C'est parce que Emmanuel Hubert, lors de la présentation de son équipe, eh bien, il a un petit peu tiré sur tout le monde aussi. On a commencé à dézinguer un petit peu Nairo Quintana. Il a dit d'ailleurs, hein, je vais donner les quelques propos. Nairo Quintana, il a compris qu'il était redescendu d'un cran, mais un petit peu à contre-temps. Il a compris qu'il y avait sur le plan logistique, c'est pas la même chose qu'à la Movistar, que c'était pas le même environnement, et c'est pour ça qu'il est redescendu d'un cran dans la hiérarchie mondiale. Il a dit, je suis désolé de le dire, mais l'abnégation d'un équipier espagnol pour son leader n'a rien à voir avec celle d'un équipier français. Pour réussir, Nairo devra avoir une équipe vraiment dédiée à sa cause, avec 4 ou 5 équipiers à son service exclusif. Bon, la première question que je me pose, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison déjà de dire que Nairo Quintana, eh bien, n'est plus au même niveau à cause de son équipe, entre guillemets, ou de sa logistique? Et puis, est-ce qu'il a raison de dire que Nairo Quintana, il performe que s'il a une équipe entière, mais que d'Espagnols? On va commencer par le premier qui prend la parole entre vous deux. Ouais, bah écoute, Johan, il a peut-être remarqué quelque chose qui m'avait échappé, mais je reste quand même sceptique par rapport à cette histoire. Déjà parce que Quintana a pu venir avec 2 coéquipiers, son frère et Anacona. Et puis rien n'empêche Arkea d'aller débaucher un ou 2 autres équipiers de la Movistar. Moi, j'ai surtout la sensation que Quintana, c'est plus le grand Quintana de l'époque, hein, celui qui avait remporté le Giro et la Vuelta. C'était déjà le cas un petit peu à la fin de sa période Movistar. Il a aussi été malchanceux. Il y a aussi eu ce Covid qui lui a coupé les ailes. On rappelle quand même que début 2020, Quintana était tonitruant sur le début de saison dans le sud de la France et qu'après après la coupure, on n'avait plus le même Quintana. Mais je pense aussi que c'est une question individuelle, que équipier ou pas, il y a aujourd'hui 4 à 5 coureurs qui sont plus forts que Quintana sur les grands tours. Rémi, tu comprends qu'un manager d'équipe conçoit le fait que son équipe est largement inférieure d'un point de vue, là il parle de logistique, mais aussi de pouvoir recruter des Espagnols ou autre chose. Est-ce que tu comprends qu'on le dise? On le sait, nous, mais là vraiment il dit, bah écoute, on a une équipe pas très bonne, donc du coup c'est normal que Quintana il est moins bon. Bah, moi, je trouve ça très bizarre qu'ils le disent en privé et qu'ils secouent ces hommes. Je peux le comprendre, qu'ils recrutent des mecs qui seraient plus à même d'entourer Quintana, c'est une chose. Maintenant, c'est quand même compliqué de lâcher ça comme ça dans la presse avant le début de saison. Alors évidemment, Arkea, ils ont pas fait une grande saison. Maintenant, je suis d'accord avec Jérémy pour dire que avant tout, c'est quand même, on a quand même un Quintana qui est plus à son niveau. Et oui, c'est vrai qu'il est moins bien entouré que quand il était à la Movistar en 2013 ou 2014,
c'est aussi à Emmanuel Hubert de lui fournir les armes qu'il faut. Je comprends pas trop son plan quand il flingue absolument toute l'équipe et au-delà des coureurs, c'est même donc tout le staff puisqu'il parle de logistique et tout. C'est quand même très bizarre avant le début de saison de lâcher ça. Je sais si c'est pour piquer, ça va certainement piquer, mais à voir quel va être le résultat derrière, je suis pas convaincu. Ouais, Jérémy, peut-être tu peux rebondir là-dessus, mais qu'est-ce qui lui en a empêché de prendre 5 Espagnols? Finalement, même si on sait que c'est une équipe française, rien ne l'empêche de l'entourer mieux. Bah oui, oui, complètement. Hein. S'il veut aller recruter des coureurs à la Movistar, qui ne se gênent pas. Hein. A priori, personne n'est invendable, à part Enric Mas et Valverde qui veut finir à la fin de la saison. Vas-y, hein, va recruter chez Movistar. Mais je suis pas sûr que ça change la donne. Bon, Surtout la Movistar actuelle. Voire en c'est plus. clair. Bon, Quintana, donc, qui a été choisi en premier dans le chapeau je tire sur tout le monde d'Emmanuel Hubert. Ensuite, c'est Boigny. Hein. Bon, il en a pris aussi pour son grade. Il a dit il devrait nous rapporter une dizaine de victoires par an. C'est pour ça qu'on l'a embauché. Je lui ai parlé récemment. Il en est conscient. Avec un peu de magie, il aurait pu gagner une étape sur le Tour, mais ce n'est pas avec des scies qu'on se fait un palmarès. Bon, c'est pas une critique vraiment véhémente, mais c'est surtout cette dernière phrase. Mais avec des scies, qu'on se fait un palmarès. Bon, on sait que Boigny doit gagner, mais de là à le dire encore une fois que voilà, sur un malentendu, il aurait pu gagner, mais bon, le malentendu, ça fait rien. Là aussi, j'ai trouvé un petit peu dur sur Boigny, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, très dur. Très dur. Une dizaine de victoires par an. Sur le papier, ça me semble déjà un petit peu beaucoup comme ambition, hein, à l'heure où on a des Caleb Ewan, des Tim Merlier, des Cavendish, des Philipsen, des Jacobsen qui sont sur le retour. C'est pas évident hein, de se faufiler, d'aller gagner des grandes courses. Alors après, la saison de Bouhanni, elle est un petit peu frustrante parce qu'il n'a pas gagné du tout. Il a 3 Ouais. top 3 sur le tour. C'est la preuve qu'il n'est pas passé loin de donner beaucoup de bonheur à cette équipe parce qu'une étape sur le tour, je pense, aurait suffi au bonheur d'Emmanuel Hubert. Donc l'analyse, voilà, elle dépend de quelques centimètres. Il s'est incliné derrière Cavendish, c'est pas non plus honteux. Après, c'est vrai que 0 victoire après ces 4 succès sur l'année 2020, pardon, qui était tronquée. Je comprends aussi quelque part un petit peu la frustration. Rémi, est-ce que tu vois dans ces propos d'Emmanuel Hubert une grosse critique ou c'est juste qu'il a peut-être mal utilisé ces mots? Mmh. Connaissant Emmanuel Hubert, je suis pas sûr qu'il ait mal utilisé ces mots. Encore une fois, on est dans la logique de piquer, je pense, son effectif et de vouloir en demander plus. C'est normal d'en attendre beaucoup de Nasser Boigny. Maintenant, c'est vrai que c'est plus de la frustration parce qu'il passe pas loin qu'une saison complètement manquée en 2021. Il y a beaucoup de top 3, il y a beaucoup de top 5 même, si on va au-delà du Tour de France. Voilà, il est pas passé loin à chaque fois. Évidemment qu'on veut qu'il gagne. Maintenant, il y a aussi une question d'effectif. Hein. Nasser Boigny au Tour de France, il n'avait pas le train de Cavendish, hein, donc c'est pareil. Si tu lui donnes un bon train ou au moins deux trois coureurs qui peuvent bien l'amener sur le sprint, bah, il pourra faire plus facilement jeu égal avec les Bennett, les Ewan ou les Cavendish. Donc c'est un petit peu toujours le même problème. Hein. C'est t'en attends beaucoup de ton effectif. Peut-être qu'il faut aussi se donner un peu plus les moyens et mieux entourer ses leaders. Bon, après Boigny et Quintana, on a le droit au premier melon du jour. Emmanuel Hubert qui a par ailleurs encensé un peu plus Warren Barguil en disant qu'il avait le top 5 dans les jambes pour faire le top 5 du Tour de France, hein, Warren Barguil, ou gagner une classique comme la Flèche Wallonne. Même si avant il a dit bon, il faut qu'il arrête de prendre le vélo trop pour le plaisir et enfin prendre une posture de leader. Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu fort de pouvoir dire que Warren Barguil, même s'il s'amuse sur un vélo, que quand il est à 100% professionnel, c'est-à-dire à 100% concentré, il a dans les jambes un top 5 ou une Flèche Wallonne. Je sais pas quel est votre avis, mais pour moi perso, je n'y crois pas du tout. Ben Barguil, c'est un très très bon coureur, mais la concurrence, elle est tellement rude sur les courses qu'il évoque, que ce soit le Tour de France ou la Flèche Wallonne. Entre Ineos, Jumbo, UAE qui verrouillent les courses par étapes, tu rajoutes les deux Kninck à la Philippe qui entrent dans le jeu sur les classiques ardennaises. Moi, objectivement, je vois pas comment il pourrait gagner la Flèche Wallonne ou rentrer dans le top 5 du Tour, mais là encore, je vais pas lui jeter la pierre. Il a recruté Barguil avec l'ambition de gagner des belles courses, donc il s'accroche à son rêve.
Rémi, t'es d'accord avec ça? Est-ce que tu vois Warren Barguil lutter avec les Richard Carapaz, les Tadej Pogacar, les Enric Mas et autres favoris pour le Tour de France? Non, indéniablement. Il a fait huitième d'une Vuelta, il a fait deux top 10 sur le Tour de France, il est à son niveau. Il est à son niveau, Warren Barguil. Je pense que c'est un très bon grimpeur, mais c'est pas un coureur qui, déjà, il est pas assez polyvalent pour aller chercher un top 5, voire même potentiellement un podium du Tour. Il est pas assez bon en chrono et c'est pas non plus quelqu'un qui est un expert du placement. Sur la Flèche Wallonne, je suis peut-être un peu moins sûr que Jérémy. Ah oui? Oui, évidemment. Évidemment, il y a des monstres en face, mais On parle on de a déjà gagner, vu. hein. C'est pas top Ouais, 5 sur la flèche. je sais, on parle de gagner, mais je serais un peu moins sûr là-dessus parce que on l'a déjà vu sur certaines courses, Warren Barguil avoir des bonnes jambes et être capable de rivaliser avec les meilleurs sur une course. Je pense qu'il faudrait vraiment que les planètes s'alignent. Je dis Ah pas le oui. contraire, mais c'est pas si utopique que ça. Peut-être pas la Flèche Wallonne, mais peut-être une course un peu plus pentue sur le long du parcours pourrait plus lui convenir, mais je suis, ouais, peut-être. J'ai envie d'y croire en tout cas. J'ai Ah, encore envie d'y croire en Warren, même s'il a 30 ans. mais après, le placement, la Flèche Wallonne est tellement important que lui, il est toujours un petit peu au second plan lorsque ça commence à grimper sur ce mur de 8. Moi, Mais j'y crois. le placement et puis surtout le punch, hein. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut penser que Barguil a les jambes pour rivaliser avec Alaphilippe, avec Roglic? Quand tu regardes le scénario de la dernière Flèche Wallonne, Ça va moi trop je vite, pense hein. qu'il n'a pas sa place sur les deux premières marches du podium. Après, il y avait peut-être une opportunité en 2020. Les Français sont tombés sur un très bon Marc Hirschi. Ouais, un podium, un top 5, moi je veux bien y croire. Une victoire, ça semble quand même un peu ambitieux. Attention, Emmanuel Hubert, le manager d'Arga Samsic, à pas voir trop beau non plus les coureurs, même si bon, il en a profité pour rabaisser un petit peu les autres. Donc ça équilibre pour cette rentrée. BNB ou FDJ, les gars? BNB. BNB, alors moi c'est mon préféré, hein. Je vais pas vous mentir que ils ont Jérôme Pinault, donc le manager Je suis de d'accord. BNB qui a dézingué un petit peu quelques personnes, voilà, notamment ses coureurs ou son ancien coureur Brian Cocard. Alors il a dit donc lors d'une interview sur l'équipe, Cocard un échec oui et non. Les deux ont échoué, l'équipe et le coureur, mais surtout il a manqué un petit peu de leadership, c'est ce qu'il disait. Brian Cocard, au fond, c'est un bon sprinter, mais je pense que Luca Mozzato va faire plus de résultats. Est-il sur le déclin? Pour l'interrogation, il se voit peut-être trop beau. Il avait trop de pression. Il a construit, assumé l'équipe. Mais voilà, donc Luca Mozzato supérieur à Brian Cocard. Jérémy, ma première question, est-ce que c'est vrai? Écoute, pour l'instant, Mozzato a pas encore prouvé qu'il pouvait atteindre le niveau de Brian Cocard, mais c'est vrai que c'est un bon sprinter en devenir, là-dessus rien à dire. Maintenant, moi, j'ai du mal quand même avec ce besoin de critiquer les personnes avec lesquelles on a travaillé. Là, tu parles de Cocard, dans quelques secondes, on parlera aussi du tir de Jérôme Pinault envers Jean-René Bernaudot. Moi, j'ai quand même l'impression, hein, qu'on peut avancer, qu'on peut atteindre ses objectifs sans pour autant dégommer les autres. Ça me fait un peu penser à Jean-Michel Aulas, hein, en foot, qui tire sur tout ce qui bouge quand il faut détourner l'attention. En général, c'est un peu contre-productif et c'est surtout signe que ça va pas très bien. Après, je connais Jérôme Pinault, il a quand même un franc-parler. C'est des fois des propos qui dépassent un petit peu ce qu'il voulait vraiment dire, mais ils sont amis à la base, Brian Cocard et Jérôme Pinault. C'est Oui, lui qui l'a fait à la venir base. à BNB. Donc ça me paraît bizarre qu'il aille jusqu'à dire Luca Mozzato est meilleur que Brian Cocard. Alors Brian Cocard, il n'a pas fait grand-chose l'année dernière, mais ça reste quand même un sprinter de classe mondiale. On est d'accord, Rémi? Et ça reste le mec qui a amené quasiment la moitié des victoires de BNB depuis la création de l'équipe. C'est vrai. C'est 12 sur 31. Donc, oui, Il le dit en plus, hein, dans l'interview. oui, Il bien en sûr, parle. Hein. il le dit d'ailleurs, et c'est ça qui est très bizarre. Et puis en plus derrière, il enchaîne en disant que après sa carrière, certainement que Brian y reviendrait, ou même peut-être juste après Cofidis, hein, même sans avoir fini sa carrière, il reviendrait. Donc c'est un petit peu, son discours, il est un petit peu paradoxal sur Brian Cocard. Je sais pas trop où il veut en venir. Sur la question de Mozzato, bon évidemment que Mozzato pour l'instant il a En tout il a cas, ça doit le ni les saucer. résultats.
Comment? Ça doit le saucer en tout cas le cas Mozzato. Saucer mais en même temps un peu de pression quoi. Ah bah il y a beaucoup de pression même parce que encore une fois 12 victoires sur 31 pour Cocard chez BNB. Ça va être dur d'aller chercher ce ratio et puis Mozzato pour l'instant il en a même pas une hein, donc il va falloir y aller. Alors il a que 23 ans mais le sprint actuellement il y a quand même des patrons, des bons clients qui en plus sont pas très vieux donc il va falloir tirer son épingle du jeu et là il y a quand même une énorme pression je dis plutôt qu'un petit peu sur Mozzato. Oui, on y reviendra sur les équipes hein, françaises et ce qu'on attend d'elles en 2022. En tout cas pour BNB, un peu moins de leader, hein, Franck Bonamour, peut-être Luca Mozzato. Mais voilà, on en parlera dans d'autres podcasts. En attendant, il y a une deuxième sortie de Jérôme Pinault dans cette interview. Cette fois-ci, c'est Jean-René Bernaudot, son ancien manager, lorsqu'il était coureur, Jérôme Pinault. Et là, il a été vraiment très difficile, des mots très crus envers Jean-René Bernaudot qui a bien sûr changé un petit peu la dimension de l'équipe avec l'arrivée de Peter Sagan. Et il a dit sur Jean-René Bernodeau, il est fatigué et laisse la main à des opportunistes. À sa décharge, on n'est pas dans une génération de coureurs capables de prendre à bras-le-corps leur équipe. Avec Jean-René, on s'est vraiment pris la tête et je le respecterai toujours. Mais il ne peut pas continuer à dire que Total Energy, c'est la suite de cette histoire. Cette histoire appartient à Thomas Vauclair, à Didier Rousse avant lui, mais pas aux coureurs d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est d'accord ou pas avec Jérôme Pinault sur son analyse concernant l'équipe de Jean-René Bernaudot qui a évidemment changé de dimension avec Peter Sagan? Alors, ce qui est intéressant dans cette interview, au-delà du fait qu'il met encore un tir à un de ses ex, c'est qu'il fait un comparatif avec le recrutement de Bellocchi à l'époque des Brioches. C'est vrai, juste Alors, avant. Ouais. pour ça, j'ai l'impression qu'on se mouille peut-être un petit peu trop vite, parce qu'autant c'est vrai que Peter Sagan n'est plus le grand Sagan qu'on a connu, capable de gagner le mondial Roubaix ou les Flandres, autant pour l'instant, rien ne laisse entendre que Sagan va se planter. Il est peut-être encore capable d'aller chercher des étapes comme il l'a fait sur le Giro ces 2 dernières années. Il est peut-être capable de se remobiliser, peut-être de tirer ce groupe vers le haut. Au pire des cas, d'être un soutien de poids pour Anthony Turgis. Donc cette analyse-là de Jérôme Pinault, il faudra la décortiquer à la fin de la saison pour voir si oui ou non Total a fait fausse route. Aujourd'hui, on peut à minima laisser le doute et laisser sa chance au produit. Ouais, Bellocchi qui était quand même arrivé après une longue blessure, un peu, même je vais dire un peu largement diminué, alors que Peter Sagan, on oublie souvent quand même que l'année dernière, il a été meilleur sprinter du Giro, donc il sort pas non plus de nulle part totalement, c'est pas un sprinter qui arrive plus à faire des top 10. Rémi, est-ce que toi, est-ce que tu comprends Jérôme Pinault qui on veut dire aussi par rapport à ça que voilà, Total Energy, c'est plus une équipe, on va dire vendéenne avec des copains, etc., que ça change totalement et que du coup, pour lui, c'est pas une équipe qu'il aime voir. Après ça c'est son avis, donc ça on peut pas lui enlever. Là où je suis un peu d'accord avec lui, c'est que Jean-René Bernaudot, quand il parle du cyclisme d'aujourd'hui, il dit que ça lui plaît pas, que ça lui ressemble pas, machin. Maintenant, Bernaudot, c'est le patron d'une équipe, patron d'une entreprise. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il ait des résultats. Donc, il est pragmatique. Et du coup, là, il avait l'opportunité de faire Sagan. En termes de partenariat, en termes sportifs, c'était parfait. Donc, il a raison de tenter le coup. Oui, c'est vrai que c'est un peu contradictoire ce que dit Jean-René Bernaudot. Il a raison de pointer ça, Jérôme Pinault. Maintenant, c'est aussi le cyclisme actuel qui veut ça. Et si ça gagne, il va claquer le maillot vert et 3 étapes au prochain Tour de France. Avec le maillot Total Energy, à mon sens, il entrera autant dans l'histoire que Didier Rousse, Thomas Voeckler avant lui. Donc oui, les choses changent, mais en même temps, l'équipe, elle a 22 ans maintenant, hein, donc évidemment qu'ils s'en sont passés des choses et la petite structure Bonjour, on est passé, un truc qui est un peu plus gros, avec déjà un plus gros sponsor, forcément ça aide. Donc c'est juste une structure qui grandit. Alors oui, c'est plus une équipe de copains, c'est vrai, mais en même temps, qu'est-ce qui dit que dans 10 ans, BNB, ce sera pas non plus une méga structure à la Ineos avec des gros sponsors et un manager, Jérôme Pinault, qui aura peut-être le meilleur coureur qui ira gagner Tour de France, Giro, on ne sait pas, et ce sera peut-être la même chose. Bon, c'est juste l'évolution d'une boîte pour moi, c'est rien de plus en fait. Ouais, Jérôme Pinault qui d'ailleurs dans l'interview a
a une nouvelle fois martelé le fait qu'il a envie de gagner le Tour de France avec son équipe. Tout à Donc fait. c'est sûr que, bon, on n'est pas obligé d'être une équipe comme Ineos pour la gagner, mais il faut avoir un petit peu de moyens, en tout cas de bons coureurs pour gagner cette grande boucle. Dernière chose, les gars, pour cette première partie, c'est sur la FDJ du coup, sur la rentrée de la FDJ avec David Gaudu et aussi Thibaut Pinot qui en a parlé, mais David Gaudu qui a fait pour objectif un top 3, donc un podium sur le Tour de France. Est-ce que là on n'est pas un petit peu melon du côté de David Gaudu, ou est-ce qu'on peut y croire parce que le français est quand même, on va le dire, talentueux, et on attend peut-être ce niveau-là pour lui? Alors, la frontière est toujours un peu fine entre la prétention et l'ambition. Là, j'ai envie de croire que le discours de Gaudu, il est ambitieux. Parce que c'est quand même quelqu'un qui est entré dans le top 3 de Liège-Bastogne-Liège. C'est quand même quelqu'un qui s'est battu pour le top 10 du Tour de France, qui a peut-être dans les cannes un top 5. Moi, je préfère l'entendre dire qu'il vise le podium plutôt que le top 5 ou le top 10, même s'il n'y parvient pas, même s'il y a encore peut-être du chemin pour rivaliser avec les tout meilleurs, avec les Roglic, les Pogacar, les Carapaz, les Vingegaard. Faut aussi peut-être se préoccuper du chrono, mais l'appétit vient en mangeant. Si tu annonces le top 3 et que tu fais 5 ou 6e, c'est pas scandaleux. Ouais, David Gaudu qui a quand même prouvé pas mal de choses en montagne, il faut le dire. Mais en fait, je pense aussi que les mecs, ils font les interviews juste après un discours souvent de Marc Madiot. Et quand on connaît les facultés de Marc Madiot à enflammer ces coureurs, je comprends qu'après derrière, dans ta tête, tu dis ouais, je suis le meilleur, je vais gagner le Tour de France, je vais gagner le Tour de France. Rémi, c'est quoi ton avis là-dessus? Ouais, je pense que Marc Madiot, il pourrait me convaincre que je peux battre Pogacar en montagne, je pense. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais. Je suis sûr. Et Madiot, il l'a dit lors de la conférence de presse de rentrée, il a dit qu'il visait le podium cette année sur le Tour de France. Donc, on est dans la logique de la Groupama FDJ qui est ambitieuse, à mon avis, certes, peut-être trop, mais je suis d'accord avec Jérémy que si tu finis 5e ou 6e en ayant annoncé podium, c'est loin d'être ridicule. Évidemment, s'il n'y a pas un mec dans le top 20, bon bah ce sera pas la même chose. Donc c'est encore une fois, il faudra voir à l'orée des résultats. Donc oui, c'est de l'ambition, c'est normal. Puis si on a un trio Gaudu, Pinot, Storer sur le Tour de France, sachant qu'il y aura certainement Armirail, peut-être même un Quentin Paché, ça a de la gueule. Donc il n'y a pas de raison que avec des mecs en forme et à leur niveau, il n'y ait pas moyen de rivaliser pour aller chercher ce podium, que ce soit pour Gaudu d'ailleurs ou pour Pinot, évidemment. Jérémy, une petite question là qui me vient. Qu'est-ce qui est le plus fort en termes de trio? Donc ce Storer, Pinot, Gaudu, ou Bernal, Froome, Thomas de la belle époque? Tu m'as sorti un trio là, je m'y attendais pas, c'est pour ça. Ouais, non, je pensais vraiment à une question sérieuse et je vais recouper mon micro en attendant la prochaine. Okay. Merci, tu peux aller dormir parce qu'on va passer à notre rubrique, c'est on attaque pas avec une nouvelle fois la FDJ qui sera dedans, mais je vais vous spoiler. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. D'abord, avant de parler de la FDJ, de retourner sur la FDJ, première phrase, le Tour de France 2023 qui va s'élancer de Bilbao. Avec la ferveur des Basques, ça va nous faire un départ de fou. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, Jérémy? D'accord. Rémi? J'attaque, je suis d'accord aussi. Ah, alors Jérémy, tiens, toi qui as le sang pas du tout espagnol, peux-tu nous dire pourquoi ça va t'enflammer? Non, mais au-delà de la ferveur des Basques, moi j'aime bien ce début de Tour de France. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté majeure dans les derniers kilomètres de chaque étape. Malgré tout, il me semble que le final de la première étape est assez escarpé, qu'on va finir sur un petit mur, que sur la deuxième, le Rezkibel culmine à 20 km de l'arrivée. Donc il y a tout pour avoir une étape, deux premières étapes même indécises, avec pourquoi pas des batailles de punchers. C'est tout ce qu'on aime sur la première semaine. C'est vrai que le scénario traditionnel, prologue plus 4-5 étapes de sprint, tend à disparaître un petit peu sur les dernières éditions et je trouve ça plutôt bien. Rémi, d'accord par rapport à ça aussi? Oui, totalement. Ouais, de toute façon, les dernières, on a été sur un sans avoir exactement les mêmes pourcentages et tout, on était sur un départ de tour qui était globalement même escarpé pour puncher avec déjà des écarts.
c'est ce qu'il y aura, sans que ce soit non plus une arrivée au sommet du Tourmalet pour le 3e jour et éliminer déjà tous les sprinters. Non, c'est très bien. Ça permet de partir avec des vraies belles étapes, une belle ambiance. On espère que la pandémie sera derrière nous aussi d'ailleurs. Et puis pas d'écart trop rédhibitoire. Thibaut Pinot qui avance son retour à la compétition parce qu'il se sent bien. Il sera sur le Grand Prix de la Marseillaise dimanche, avec moi aussi d'ailleurs, bon pas en tant que coureur mais en tant que journaliste. Est-ce que c'est plutôt rassurant ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, Jérémy ? Oui, je suis d'accord aussi. Rémi ? D'accord. Ok, bon je vais prendre que l'avis de Jérémy, alors pourquoi d'accord ? Mon avis, c'est celui de Bertrand Guyot, que je vais citer, que je salue également sur Twitter. C'est la première fois, depuis bien longtemps, que... Mathusalem, depuis Mathusalem. Depuis Mathusalem, voilà. Oui, je crois que c'est ça. Je crois que Mathusalem était suppléé, oui. Voilà, c'est la première fois depuis très longtemps, depuis Mathusalem, si vous voulez, que Thibaut Pinot lui-même donne des bonnes nouvelles concernant son état de forme. Donc il se sent bien, hein, pour le dire. Ça veut dire que vraiment les sensations suivent. Donc on va regarder avec une grande attention son début de saison. Il est annoncé co-leader. On en parlait tout à l'heure avec David Gaudu sur le Tour. Pour l'instant, on n'a pas tranché du côté de la Groupama FDJ. Donc pourquoi pas une belle saison de Thibaut Pinot. En tout cas, on l'attend fermement. Valverde qui fait déjà 2 au sprint sur une des courses à Majorque. Il a 41 ans quand même, il est toujours aussi fort en fait. Jérémy ? Alors il n'est pas toujours aussi fort, mais il est encore compétitif et je pense même qu'il aurait pu gagner cette course s'il n'avait pas été un petit peu tassé par Timo Wellens. Oui, il s'en a vu les images, Rémi. Timo Wellens, il est injouable sur les courses de janvier, hein, donc on le sait, hein, il gagne tout le temps au mois de janvier-février. Mais oui, il est pas toujours aussi fort, non, sinon il aurait gagné. Mais oui, c'est ça, il est toujours aussi compétitif et il va encore nous claquer une grosse victoire au moins en 2022. On parlera aussi plus tard dans un autre podcast de Bignat Guermet qui a gagné au sprint, un gros sprint de costaud, le coureur ça, c'est un peu nouveau quand même. Ouais, parce qu'autant on savait que c'était un bon puncher avec une belle pointe de vitesse. Moi, il m'avait impressionné en battant Vendramé sur la classique Grand Besançon-Doubs. Mais là, il a quand même tapé Ackermann et Nizzolo. Hein. Ouais, non, mais c'était incroyable. Il a surgi sur le côté gauche de la route. Il volait sur son vélo. Et la dernière affirmation, question, ça dépend comment on le tourne. Le mondial de cyclocross ce week-end, ça nous excite pas vraiment en vrai, Jérémy, on est d'accord ? Non, on n'est évidemment pas d'accord. J'ai pas besoin de répondre à cette question, je pense. Rémi, franchement... Je réponds quand même ou moi ça m'excite pas. Hein. Ah, je veux pas avoir de problème. Non, je rigole. C'est très très. C'est évidemment moi qui suis très peu le cyclocross. J'aurais aimé un peu plus de grands noms, mais je pense que ça va quand même être une jolie course. Et justement, si t'en as une à regarder dans l'année, c'est celle-là. Oui. Parce que peut-être tu n'as pas Van Der Poel, tu n'as pas Van Aert, mais tu as 6 mecs qui sont capables de gagner. Et aujourd'hui, c'est quasiment impossible de faire un prolo. C'est bon, Jérémy, tu nous as bien vendu déjà ton relais de cyclocross hier. Et puis en plus, sur un space, tu nous as vendu tout le week-end. Donc c'est bon, on sait, on va se régaler ce week-end. J'espère que vous avez aimé le relais parce que j'ai trouvé ça très cool. Oui, c'est vrai. Et ça me fait un peu penser à, je veux dire, au biathlon, tu vois, qui est en ce moment et tout. C'est un peu dans ce système-là. C'est intéressant. C'est le même esprit, ouais, c'est le même esprit. Donc voilà. On va pas non plus en parler des heures sur le fait que le cyclocross, ça nous excite pas. C'est bien ce qu'on a compris. Après ça, on va passer à la prochaine rubrique. Le prochain thème, c'est l'échappée. 220 km d'échappée, une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. On va devoir en parler, et oui, parce que Egan Bernal a chuté lourdement il y a quelques jours en heurtant à Abus. Une lourde chute qui a envoyé le Colombien à l'hôpital, multiples blessures, notamment au genou, au fémur, au poumon, mais aussi à la colonne vertébrale. Il a donné de ses nouvelles sur les réseaux sociaux juste après son opération. Des nouvelles plutôt positives, parce qu'il a préféré positiver. Il a déclaré qu'il avait eu 95% de chances de devenir paraplégique. Il est encore sur
sur ses deux jambes, Egan Bernal, mais malheureusement, il ne pourra pas remonter sur un vélo pendant assez longtemps. Je n'ai pas la date, je ne suis pas médecin, mais malheureusement, alors qu'on lui souhaite bien sûr le meilleur rétablissement possible, je le disais en préambule, son absence va changer des choses chez Ineos parce que Egan Bernal devait revenir sur le Tour de France et devait revenir pour lutter contre les Roglic et Pogačar qui étaient vraiment les plus forts depuis 2 ans sur le Tour. Voilà. Qu'est-ce qu'on attendait du retour de Bernal cette année? Est-ce que ça nous excitait pas vraiment de le voir revenir dans la bataille avec les gros? Alors, on en avait déjà parlé du retour d'Egan Bernal. Moi, perso, sur le Tour de France, je vois mal comment le Bernal qu'on a connu, même le Bernal de 2019, aurait pu rivaliser avec la fusée Pogačar. Maintenant, c'est vrai qu'avoir Bernal plus Carapaz sur le Tour, ça donnait deux possibilités de briller, deux cartouches à Ineos. Après, je vais pas m'étendre trop sportivement parce que là, on parle d'un gros coup dur évidemment pour Egan Bernal, mais c'est surtout un miracle. 95% de chance de rester paralysé. Ça veut dire qu'il est dans les 5% restants et qu'on est vraiment sur un miracle. Donc gros ouf de soulagement pour lui. Il prendra le temps de revenir. Alors ça prendra le temps que ça prendra. Peut-être ce sera 3 mois, peut-être ce sera 1 an. Peut-être qu'il ne reviendra jamais à son meilleur niveau, mais l'essentiel aujourd'hui, il est ailleurs. Rémi, tu t'attendais aussi, ça t'excitait aussi un petit peu ce Bernal qui voulait revenir sur le Tour de France avant cette malheureuse chute? Oui, moi j'étais même encore plus hypé que Jérémy parce que j'ai envie de voir, même si c'est vrai qu'on n'a plus le Bernal de 2019 depuis qu'il a eu ses soucis de dos. J'avais envie de voir ce Bernal revenir face à Roglic et Pogačar et voir ce qu'il était capable de faire. Même si il m'a déçu sur le Giro l'année dernière parce que il était un petit peu seul et il a même montré des signes de faiblesse. Ça faisait quand même un beau trio. Il y avait l'ogre Caruso quand même. C'est vrai. Non mais la baraille n'est jamais très loin, on le sait. Non, ça faisait quand même un joli trio sur le papier et ça aurait été pas mal. Maintenant, vous l'avez dit tous les deux, il avait beaucoup de chance de rester paraplégique, d'être paralysé. Bon, c'est là maintenant ce qui compte, c'est la santé et on va évidemment discuter de la suite de la saison d'Ineos, mais ça chamboule quand même pas que le Tour de France, ça va chambouler toute la saison d'Ineos, mais aussi en fait des autres équipes. Oui, très malheureux en tout cas Egan Bernal avec les blessures notamment en dos et là cette lourde chute. J'espère qu'il pourra revenir déjà sur un vélo. On le souhaite à Egan Bernal, mais on va passer à cet Ineos, cette formation qui doit se passer de son grand leader. Et finalement, le gagnant, c'est dur de le dire, c'est Carapaz qui va être l'arme numéro 1 dans cette équipe aujourd'hui, on est d'accord? Alors, le grand gagnant, non, je suis pas d'accord parce que je pense que ça aurait été mieux pour lui d'être accompagné d'Egan Bernal. Maintenant, si on doit donner un nom dans cette équipe pour prendre de leadership, évidemment Carapaz, qui d'autre que le 3e du dernier Tour de France, qui d'autre que le champion olympique qui a gagné le Giro il y a 2 ans. En tout cas, à l'heure actuelle, c'est lui qui offre le plus de garanties à mes yeux. Alors, je veux bien que tu continues un petit peu là-dessus. Tu penses que Carapaz avec Bernal ça aurait été mieux qu'un Carapaz entouré par full équipier pour aller remporter ce qu'il a envie de remporter? Oui, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, pour renverser Pogačar, il faut tenter des coups, il faut le mettre en difficulté. Il vaut mieux avoir 2 cartouches, tout en sachant que je ne croyais pas, à titre personnel, alors c'est vraiment une analyse purement individuelle, mais je ne croyais pas à Bernal capable de renverser Pogačar. Donc on aurait pu imaginer qu'à la mi-course, qu'après quelques étapes de montagne, Ineos choisisse le leader le mieux classé, qui à mon sens aurait dû être Carapaz. Et là, Bernal en lieutenant, forcément, c'est mieux que d'avoir... Alors je vais pas évidemment tirer sur Daniel Martinez qui est un super coéquipier. On connaît pas encore le niveau qui sera affiché par Adam Yates et par Geraint Thomas, par Richie Porte aussi, mais Bernal à 100%, ça aurait pu être un super appui pour Carapaz.
Qui va grimper, Rémi, dans la hiérarchie? On sait Carapace, c'est celui qui a montré le plus, hein, le champion olympique. Mais à côté, il y a quand même Adam Yates qui a terminé au pied du podium de la Vuelta. On a Geraint Thomas, on a Richie Porte, on a aussi Dani Martinez, je sais pas, on a des Sivakov ou encore plein de coureurs dans cet effectif, on le sait à chaque fois. Est-ce que tu vois un coureur pouvoir reprendre un leadership du coup sur une grande course à ce moment-là? Là, à l'heure actuelle, moi, je vois Geraint Thomas. Parce que ça reste Geraint Thomas avec ce qu'il représente pour cette équipe. C'est le dernier vainqueur britannique du Tour de France. Donc, pour moi, je pense que Geraint Thomas, qui est vieillissant, qui d'ailleurs qui a mis du temps avant de prolonger, avec l'arrivée de Carapaz, le retour de Bernal, l'émergence des Sivakov et compagnie, plus évidemment l'arrivée d'Adam Yates également, était certainement en retrait. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il a une vraie carte à jouer pour être le numéro 1 bis ou numéro 1 sur une autre course. Alors, je ne sais pas exactement quel va être son programme, mais je le vois bien aujourd'hui être leader sur un grand tour, peut-être le Giro, peut-être la Vuelta. Encore une fois, je sais pas quel est le programme du Gallois, mais c'est lui que je placerai devant un Adam Yates ou un Richie Porte qui va faire sa dernière saison. Je le vois mal assumer un rôle de leader sur un grand tour. Jérémy, est-ce que tu es d'accord avec ça? Plutôt Jay qui va prendre une place dans la hiérarchie, enfin grimper d'une place? Non, tu dis? Non, moi j'y crois pas trop. Alors je demande qu'à être surpris, mais Geraint Thomas, pour moi aujourd'hui, c'est devenu un coureur de course par étape d'une semaine. Il a gagné la Romandie, il a fait podium en Catalogne, il a fait podium sur le Dauphiné. Après, arrivé sur le Tour de France, ça a été un petit peu de l'écroulade. Il a longtemps été comme ça déjà. Avant, il a longtemps été comme ça, mais bon. Ouais, tout à fait. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu 2018-2019, mais attention, on est en 2022, les années passent. Rémi l'a souligné, c'est un coureur qui prend de l'âge. Hein, il va avoir 36 ans au mois de mai, donc non, Geraint Thomas, pour moi, ne peut pas être affiché aujourd'hui comme la pièce maîtresse d'Ineos pour lutter contre Pogačar. Après, moi, je le vois pas lutter contre Pogačar. Hein. Moi, je le vois être. Moi, je suis d'accord avec toi que Carapaz est le nouveau numéro 1 d'Ineos, indéniablement, et que Thomas sera le numéro 2 au sens où il serait leader sur un autre grand tour. Ah, d'accord. Sur un autre grand tour. Bon, je suis pas plus convaincu, mais pourquoi pas à la limite. Hein. Il a souvent essayé de se frotter au Giro, il a toujours été malchanceux, donc pourquoi pas cette année. Moi, je crois plus en Adam Yates pour prendre un plus grand rôle dans cette équipe. On l'oublie un petit peu quand même, mais sur la Vuelta, il a été notamment mieux classé qu'Egan Bernal. On termine cette partie avec un petit mot. Je voulais dire un petit mot pour Rémi Peters, qui est toujours plongé dans le coma, la coureuse néerlandaise qui a chuté à l'entraînement. On parle des chutes lourdes. Voilà, il faut penser à tous les coureurs et coureuses malheureusement qui sont lourdement touchés par les chutes. Voilà. C'est sur cette note un peu triste entre guillemets qu'on va passer au quiz qui normalement n'est pas triste. Enfin, je l'espère, Jérémy, que tu vas nous faire sourire dans cette partie de quiz. Bon, c'est un petit quiz, Jérémy, c'est ça? C'est un duel, c'est un match de ping-pong. Et vous pensiez vous en être débarrassé. Retour de plein fouet du cyclocross dans ce quiz. Et voilà. Évidemment, c'est un week-end de mondial. Donc ce qui va se passer, c'est très simple. C'est que vous allez chacun à votre tour me donner un nom d'un vainqueur d'un championnat du monde de cyclocross élite. Alors soit un homme, soit une femme. Le premier qui cale, ce sera de la mort subite, aura perdu ce quiz. Je vais donner la main à qui veut la prendre. Attends, il faut savoir qu'il y a Guilou qui essaie d'intervenir dans ce quiz. Je pense qu'il peut gagner largement. Si Gilou rentre sur le quiz, vous n'avez absolument aucune chance. C'est pour ça qu'on va pas. Et Anthony qui arrive aussi. Évidemment. Alors, voilà, évidemment, ça arrive à ce moment-là. Le pas de signal cyclocross a retenti, il est là. Évidemment, c'est un quiz que j'avais préparé en sachant qu'Anthony ne serait pas là. Donc, si Anthony arrive, évidemment, ce sera cheaté. Oui, on sait jamais. S'il demande, on le fait rentrer face à Guilou. Est-ce que vous relevez le défi d'affronter Gilou et Anthony? Vous jouez à deux contre un. Aucune Est-ce que chance. vous êtes capable de les battre? Aucune chance. Vraiment. Je pense qu'on n'a aucune chance. Ouais. Vous allez voir qu'on a très peu de culture cyclocross. Désolé par avance de ça, mais bon, on va essayer. Moi, c'est bon. Vas-y. Bon, allez, c'est parti. Johan contre Rémi, parce que Gilou m'envoie des messages, il voulait participer, mais bon, il y aura aucun suspense.
Gilou, je te donne la victoire avant même de jouer. Voilà. Allez, c'est parti, messieurs. Un champion du monde ou une championne du monde chez les élites. Alors, pour les femmes, ça a commencé en 2000. Chez les hommes, il faut remonter bien plus loin. Hein. Première édition en 1950, donc ça fait du monde. Qui commence? Celui qui veut. Je commence? Ouais. Sven Nys. Sven Nys, c'est bon, évidemment. 2 victoires. Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, 4 victoires. Van Aert. Van Aert, 3 victoires. Zdenek Stybar. Zdenek Stybar, 3 victoires. Ensuite, je vais dire Vos. Marianne Vos, évidemment. Marianne Vos, c'est 7 victoires. Après, là... C'est la recordwoman, d'ailleurs. Pauline Ferrand-Prévôt. Pauline Ferrand-Prévôt, victorieuse en 2015. Alors là, on va commencer à être dans la complication. Ça ne vient pas comme ça, je vous avoue. Je sais que Nice, à l'époque, c'était qui celui qui prenait tout le temps les titres de champion du monde devant lui, donc c'est sûr que c'est pas Mouret. Je vais essayer Alvarado. Alvarado, c'est bon, évidemment, championne du monde en 2020. Heureusement que je suis un peu les filles. Rémi, on a perdu la connexion, j'ai l'impression. Non, pas du tout. Il me semble que Adrie Van Der Poel est champion du monde de cyclocross. Il te semble que Adrie Van Der Poel est champion du monde de cyclocross. Alors, je vais pas te donner plus de suspense que ça. Il s'est imposé en 1996 après être monté 6 fois sur le podium. Donc, c'est une bonne réponse. Alors, c'est à mon De tour. faire peur comme ça. C'est à mon tour. C'est à ton tour. Je vais appeler un joker. Puisque Anthony Nicolas est là et va répondre à ma place. Alors, attendez. Vous voulez utiliser les jokers? Alors, si tu prends Anthony, il faut que Rémi puisse prendre le joker Gilou. Ah, d'accord. Alors, c'est encore une fois n'importe quoi, ces quiz. Mais ça nous fait plaisir. Très bien. Alors... C'est ça qu'on aime. J'ai pas de micro, j'ai rien. Je suis à la one again. Hein. Ah ouais, mais... On t'entend très bien. On t'entend très bien. Je m'isole un petit peu pour que vous évitiez extérieur, mais ouais, mais bon, contre Gilou, vas-y, mais je suis chaud, moi. Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi un petit peu? J'ai suivi, j'ai écouté. Tu sais où on en est? Ouais, j'ai des réponses. Bon, et voilà, c'est bon, il y a le deuxième joker qui est là, c'est bon. Ah, très bien. Salut Gilou. Super. Ça va bien, les amis? Ça va et toi? Ça va. Ouais, c'est juste parce que ça va parler cyclocross, sinon j'ai bien compris. Anthony, Johan, c'est à vous. Alors du coup, Anthony, s'il te plaît, parce que j'en ai plus. Alors on va rappeler qui a été cité. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai pas besoin, j'ai écouté. Bon, très bien. Donc, je dirais Erwin Verweken. Oui, c'est bon, évidemment. Putain, je l'avais. Bah, n'importe quoi. On est bien d'accord que c'est homme et dame. Hein. Oui. Il y en a un que je peux tenter. Je sais pas s'il était cité. Alors, est-ce que tu veux que je rappelle qui a été cité? Oui. Non, il avait casqué. Sois de bonne foi, Anthony, s'il te plaît. Est-ce que pour une fois dans ta vie, tu peux gagner un quiz de manière normale, sans essayer de tricher, de trinder? Alors, ont été cités chez les hommes les 2 Van Der Poel, Adrie et Mathieu. Wout van Aert a été cité, Zdenek Stybar a été cité, et là on vient d'avoir Erwin Verweken, Sven Nys a été cité également, et chez les femmes, on a eu Marianne Vos, Pauline Ferrand-Prévôt et Céline Del Carmen Alvarado. J'aimerais bien un jour vous raconter son histoire. Je vais citer Nils Albert parce que comment il a fini, c'est quand même complètement fou. Alors, ce sera peut-être pour un autre podcast. En tout cas, la réponse, évidemment, est validée, hein, Nils Albert. Bravo, j'ai 2 fois. Alors, Johan Anthony. Non, mais en vrai, Anthony, arrête de dire Johan Anthony. Donc, moi, avec Rémi, on va boire un café. Je suis auditeur, hein. Et je suis supporter, moi, d'Anthony. Supporter Anthony. Vas-y. Je vais te dire Anka Kupfernagen. Oh là. Alors là, lui, il remonte très 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 loin, mais c'est évidemment une bonne réponse. Oh, bah, c'est pas très loin, c'est mon époque, t'es mauvais, t'es méchant. Victorieuse en 2000 et en 2001 et même après, 2005, 2008. Bon, après, j'en ai pas très très loin. C'était les 2 premières éditions, hein, donc finalement ça reste assez loin. Gilou, vainqueur d'étape sur le Tour de France, Lars Boom. Eh oui, ça Johan et Rémi auraient dû l'avoir. Hein. Ah, je savais pas du tout. Moi non plus. Ouais, Lars Boom, j'aurais pas tenté parce que perso, je n'étais pas sûr qu'il était champion du monde élite, moi. À Trévise, en 2008. Exact. Bon, c'est à toi maintenant. Moi, je vais dire Mario Declercq. Oui, c'est bon, évidemment, 3 victoires.
Champion du monde en France, si je ne me trompe pas, l'ami Bart Wellens. Bart Wellens à Monopoly et à Pontchâteau. Exact. Et je vais dire maintenant côté français, je vais dire Dominique Arnoux. Oui, c'est bon, Vosgien. évidemment. Oh putain. Johan a rallumé son micro. Juste pour ça, ouais. C'est un Vosgien. L'ami recordman du monde de victoire du championnat de Belgique, Roland Liboton. Ouais, c'est bon, bien sûr, tout à fait, qui a gagné 4 fois. Il veut jouer les dates, alors moi je vais jouer André Dufresne. André Dufresne. C'était le premier champion du monde français. Ça a été le deuxième parce qu'il y en avait un autre avant, mais il a gagné. Le plus titré, je crois. Voilà, il a gagné 5 fois entre 54 et 58. On va galérer chez les hommes. L'Italien Renato Longo. Ouais, c'est bon. J'espère que vous n'avez pas ouvert la page Wikipédia parce que sinon on va tous les faire. Après, ça devient compliqué. Après, C'est de mauvaise foi. Je suis sur mon téléphone, je me suis. Tu peux aller sur Wikipédia sur ton téléphone, hein, t'inquiète. Hein. Et j'ai dit. Ah non, on l'a pas dit. Il me semble qu'on l'a pas dit. Richard Gronendal. On l'a pas dit. C'est bon. Ça la calme, quand même. Ah oui, Qui ça, pardon? Ça la calme, quand même. Ah bah oui, c'est avec Kant. Là, je suis dans la merde, là, je t'avoue. Là, Ah, je crois en toi. Comment ça? Il n'y a rien à gagner. Hein. De toute façon, le maillot Quick-Step est parti pendant le quiz, donc il n'y a plus rien aux caisses. Mais je crois que j'en ai plus. Moi, j'en ai un italien. Il est Daniele Pontoni. Ouais, c'est bon, en 97 à Munich. Moi, j'en ai encore un, puis c'est fini. Albert Zweifel, mais c'est fini après. Albert Zweifel, alors ça, il faut que je regarde. Quand même. Hein. Ouais, mais il faut que je retrouve les dates. À partir de 76, 4 titres consécutifs, ouais. Après, c'est fini, je suis désolé. J'en ai plus. Moi, je crois que j'en ai plus. Aïe, il va falloir un quiz. Anthony Nicolas va-t-il être battu sur un quiz Non, pas battu, je reviens, parce que j'ai commencé. Oui, je sais que t'as commencé, mais... Laurence Le Boucher. Ouais, évidemment. Oh, putain. J'en ai même une autre, attends, côté français. Non, mais à ton tour, s'il te plaît. Calme-toi. Il va me clutch, ça va me saouler. Je sais pas si elle a été dit. En fait, je sais pas si elle a été dit. On a dit Lucinda Brand parce que. Eh non, on l'a pas dit. Il restait. Ah, bien joué. Oh là là. On est championne du monde en titre encore pour quelques heures. Ouais, mais t'affole pas les deux alors du coup. On est même plus que deux. Non, mais donne-en un déjà. On va commencer par un. Dans ma tête là maintenant, ça y est. Donc, c'est Alvarado. On l'a dit. Allez, déjà dit. Non, mais qu'est-ce qu'il faut? Balle de match pour Gilou et pour Rémi. Oh non, mais il a. Allez, Gilou. Il a raté. Marine Salvetta. Gilou. Marine Salvetta à côté. Non, tu perds ton tour. Tu as dit Alvarado, c'était déjà dit. En plus, t'as pas voulu que je les rappelle parce que soi-disant t'avais écouté. C'est vrai. Alors Rémi, pas Rémi, hein, plutôt Gilou, balle de match. Ah putain, j'en ai pas Rémi, je suis sorry, je suis désolé. Il faut que je réfléchisse chez les femmes parce que chez les hommes j'en ai plus. Alors si tu n'en as pas, la main repasse. Oh, c'est dur alors qu'on n'a pas raté. Ah bah ouais, mais si t'en as pas à proposer, on va faire quoi? On va faire match nul? Non, on va repasser à Anthony. Ouais, tu peux repasser Anthony malheureusement. Allez, Anthony, c'est à toi. Marilyn Salvetta. T'as l'année ou pas? Bon, non, mais puis quoi là? Non, mais pas grave. Moi et les années, c'est... Allez, 5 secondes pour trouver le dernier Gilou. Non, j'ai pas. Bon, bah ça va être une victoire d'Anthony, hein. J'ai gagné de s'éclipser de son dîner avec les invités. J'en ai même encore une autre, mais je me souviens plus exactement de son nom, mais elle était petite néerlandaise, toute petite, avec des couettes tout le temps là. Talita de Jong. Non, c'est pas ça. Talita de Jong, elle est néerlandaise, mais elle est pas. Alors il reste une autre néerlandaise qu'on n'a pas citée, c'est Daphne Van den Brand. Voilà, c'est ça. Je me souviens d'elle. Par contre, j'aimerais bien juste regarder le replay de hier pour entendre l'ami Steve Chanel dire le titre n'ira pas aux Pays-Bas ou à la Je l'ai pas entendu en live, mais ça vaut de l'or. Je ne me prononcerai pas là-dessus. En tout cas, victoire d'Anthony Nicolas sur ce quiz et victoire aussi, du coup, de Johan Tritz. Bien sûr, c'est Bravo, messieurs. Non, bravo, Gilou. Un duo qui a fonctionné fort. Merci Johan, les gars. est-ce qu'on garde tout le monde pour les paris après là? Ouais, bah d'accord, allez, on va continuer tant qu'à faire. Soyons fous, hein. De toute façon, l'émission est déjà foutue depuis qu'ils sont arrivés. Donc, on va passer au Paris, Grand Prix la Marseillaise. Il y a moins de boue là-bas, un peu plus de soleil. Ah, c'est même pas vrai. Bon, comment tu paries, c'est vrai?
Alors, on parie sur, bien sûr, la personne qui sera victorieuse à côté du Stade Vélodrome au Grand Prix La Marseillaise, la course de rentrée en France. Voilà, on va commencer. Bien, tiens, Anthony, on commence par toi. Comme ça, après, tu pourras aller manger du homard. Ouais, c'est un peu vache parce que j'ai même pas la start list. Bon, alors, on commence pas par Anthony. Moi, je vais vous donner mon pronostic pour le championnat du monde. Non, on reste sur. Ça y est, c'est fini le cyclocross. Ouais. Envoie-moi. Attendez, je vais checker la start list. Gilou, est-ce que toi, en attendant, est-ce que tu as une start list ou un mec en tête pour le Grand Prix? Oui, je peux te dire. J'ai même un pari. J'en ai 2. Donc, j'ai trouvé en Belgique. Le premier, c'était Amaury Capio top 10. Ah ouais. Coureur de chez Arkea qui a très bien marché pour un début de saison. Je pense qu'un top 10 côté A4, ça me plaît. Il fait deuxième, ouais. Brian Cocard. Ah, Brian Cocard. On a parlé tout à l'heure de ce bon vieux Brian Cocard avec sa première course sous ses nouvelles couleurs de la Cofidis. Il marche souvent bien la Marseillaise, Brian. Ouais, l'année dernière, il fait deuxième derrière un excellent Aurélien Paré-Peintre qui a chuté d'ailleurs sur une course en Espagne du côté de Majorque. Rémi Dos Santos. Eh ben, j'aurais dit Cocard aussi, et du coup je vais changer mon fusil d'épaule. Mais ça c'est le duo, hein. Ça c'est magnifique. on est là. Mais du coup je vais changer et je vais tenter Christopher Halvorsen. Bonsoir. Oui, c'est un bon coureur, le coureur norvégien du NOX. Bon sprinter. Oui, bon sprinter. Jérémy, avant que Anthony Colas nous donne son pronostic, s'il a trouvé moins ou deux coureurs sur la course. Ouais, on parlait des coureurs qui marchaient bien sur la Marseillaise. Moi, je vais te donner un ancien vainqueur en 2020, Benoît Cosnefroy. Benoît Cosnefroy, qui donc fait partie de la team AG2R Citroën Team pour cette course. Pourquoi pas? Faut voir comment ça se décante, parce que souvent il y a un petit groupe quand même au sprint, mais il y a toujours des surprises en début d'année. Anthony, est-ce que toi tu as retrouvé au moins la start list du Grand Prix La Marseillaise? Alors pour savoir, Tom Pidcock n'est pas là. Voilà, déjà, je ne donnerai pas mes sources, mais je vais jouer la grosse cote. Ah. Je vais jouer Baptiste Blancart. Alors, Baptiste Blancart qui est coté à 105. Non, je rigole. Non. Si, il est coté à 100. Non, mais il a fait deux fois podium, mais ça remonte, hein. Ouais, mais il est coté à 100 et je peux vous dire que vu le gars qui m'a envoyé ce message. Ouais, Gilou. Non, c'est pas Gilou. C'est pas Gilou. Je peux vous dire que faites quand même attention à vos pronostics. Ok, Baptiste Blancart, le coureur d'Intermarché Wanty Gobert Matériaux. Et donc, pour moi, je vais donner un coureur qui fonctionne bien en ce moment, qui marche bien. C'est Joël Sutter, le Suisse, hein, qui a fait podium, je crois, sur une course à Majorque. Et je me dis que ça peut lui convenir parce que c'est un bon sprinter, on le connaît pas trop et il peut passer les bosses. Donc voilà, Joël Sutter, pour moi, le Suisse du Team Emirates. Ça passe très très bien les bosses, hein, Joël Sutter. Après, il ne faut pas que ce soit trop, mais c'est vrai que ça passe très bien les bosses. Voilà, merci. Très grosse perte pour son ancienne équipe. Professionnel des équipes de Belgique, donc Gilou, et aussi de Suisse, comme ça on aura tous les pays frontaliers avec lui. Merci. Toi qui voulais faire un top 10 des meilleurs Suisses, toutes catégories confondues, tu sais qui appeler maintenant. Ah oui, bien sûr, mais on le rappellera, Gilou, peut-être qu'il viendra pour faire des émissions avec nous, c'est avec grand plaisir. Merci en tout cas les gars d'avoir participé à cette fin d'émission qui était un petit peu dantesque, pas prévu, mais bon, c'est comme ça, c'est aussi les surprises sur Ça déraille. On revient très vite, bien sûr, avec de nouvelles choses. Anthony n'est pas encore au courant, mais vous inquiétez pas, il va devoir y participer. Et puis, j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, on retrouve ça sur normalement Deezer, Apple Podcast, Spotify, et on revient très vite sur ce bon cyclocross, bon mondial cyclocross, et bon Grand Prix La Marseillaise, bien sûr, pour ce week-end. Salut à tous. Merci à tous. Salut, bye bye. Allez, Salut bye. tout le monde.